Alors, le brevet logiciel, son rôle au labo et en entreprise. Nous allons donc nous pencher sur des inventions qui impliquent des logiciels. Et si nous avons choisi d'orienter la rencontre sur ce focus brevet logiciel, c'est parce qu'en discutant avec nos deux orateurs que je vais vous présenter juste après, il était apparu que le nombre de déclarations d'inventions logicielles en fait, est vraiment en forte hausse. Ils vont nous en parler. Mais que paradoxalement, c'est un domaine dans lequel ce n'est pas toujours facile de voir ce qui peut faire l'objet d'une protection. D'où l'intérêt d'en parler un peu plus largement avec nos deux intervenants qui sont tout choisis pour le faire. Je vous les présente. Donc, il y a Élodie Navot qui va nous faire un petit signe de la main. Voilà. Élodie est docteur en chimie de l'Université de Liège. Elle a découvert la propriété intellectuelle lors d'un projet First Spin-off dans lequel elle a été engagée. Et elle travaille aujourd'hui à l'interface depuis une dizaine d'années en tant que gestionnaire brevet et en particulier dans le domaine des sciences et techniques. Donc, elle va nous expliquer finalement son métier ici à l'interface, depuis la détection des inventions jusqu'à la décision sur la protection. Et avec elle, Samuel Denis, qui va aussi faire un petit signe, voilà. Bonjour Samuel. Ingénieur physicien, docteur en sciences appliquées de l'Université de Liège. Lui travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine des brevets. Il est mandataire brevet européen et il a rejoint le bureau Gevers en 2015. Il va nous en dire davantage sur ce que représente la protection, son étendue et nous parler de la brevetabilité. Donc, on va répondre à cette question aujourd'hui. Finalement, pourquoi un brevet pour protéger nos logiciels? Bonjour à tous. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui sur le brevet logiciel. Alors, lorsqu'on a préparé cette conférence avec Samuel, on a voulu qu'elle soit la plus interactive possible et assez spontanément, en fait, on s'est déjà mis à se poser des questions entre nous. Et on a remarqué que également, vous, les participants, vous venez de différents horizons. Donc, on a pas mal de chercheurs qui sont là, c'est chouette. On a des personnes d'entreprise et des personnes qui sont plutôt dans le conseil brevet ou conseil valorisation. Donc, on va vous partager notre expérience et puis on échangera des premières questions entre nous pour ensuite recueillir et discuter de vos questions. Alors, en guise d'introduction, qui dit brevet dit qu'il y a eu une invention au départ. Mon rôle au sein de l'université, c'est de pouvoir détecter ces inventions, de les analyser avec les inventeurs et ensuite de définir la stratégie de protection la plus adaptée. Donc, je propose pour introduire le sujet, en fait, de reprendre chacune de ces étapes et de voir pour chacune de ces étapes quelles sont les spécificités au niveau logiciel. Alors, la première étape, c'est donc de détecter les inventions. Pour cela, on organise des séances de sensibilisation au sein des laboratoires. On y discute bien sûr de l'importance du cahier de laboratoire. On a également un guide mémo du chercheur qui a été réalisé avec le réseau Lieu, donc des autres universités en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, alors ici à Liège, on a aussi ce qu'on appelle les geeks anonymes, qui sont des séances où on parle de sujets vraiment liés à la programmation. Donc, ce n'est pas spécifique par rapport au brevet, mais c'est une manière de pouvoir regrouper des chercheurs qui sont dans le développement de logiciels. Alors, on organise également des formations plus pointues sur la propriété intellectuelle à destination des doctorants ou du personnel de l'université. La détection se fait aussi à travers du suivi de projets de recherche, des collaborations extérieures, et puis il y a aussi des chercheurs qui viennent spontanément vers nous, Interface, donc le département de valorisation de l'université, avec les déclarations d'invention. Alors, en préparant la conférence et en discutant avec Samuel, on se dit, tiens, finalement, quelle est la proportion de déclarations d'invention qui font intervenir des logiciels? Et donc, je suis retournée voir dans nos chiffres, en fait, le nombre de déclarations d'invention au fil des ans. Alors, en reprenant les totaux depuis 2012, on voit que donc, on était plus ou moins 40
déclarations par an. Maintenant, on est plutôt aux alentours de 60-70. Donc ça, c'est le total de la barre que vous pouvez voir sur ce graphique. Et la partie en orange, en fait, représente des inventions qui ont au moins un aspect logiciel. Alors, en fait, c'est quand même intéressant de voir que minimum une invention sur 6 implique du logiciel. Donc, c'est quand même assez important. Avec un boom la dernière année, en 2019, on a eu 25 déclarations d'invention logicielles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces inventions logicielles-là ne sont pas nécessairement pour envisager un brevet. On a, on a aussi beaucoup de chercheurs qui viennent vers nous par rapport à la distribution de leur logiciel, qui sont intéressés de savoir tiens, comment est-ce que je peux le distribuer, et notamment en open source. Donc, on a des conseils que l'on apporte aux chercheurs par rapport à ça. Donc, ça explique aussi qu'il y a beaucoup d'inventions de ce domaine-là. Et par contre, c'est quelque chose sur lequel on pourra discuter par la suite, hein, si ça vous interpelle ou si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Assez peu finalement de dépôts de brevets sont faits sur ces inventions logicielles. Sur le total des années depuis 2012, donc en fait on a eu 90 nouvelles familles de brevets, et sur ces 90 nouvelles familles, j'en ai répertorié 8 que l'on pouvait considérer comme étant avec des inventions logicielles. Voilà, donc c'est pour un peu mentionner quelques chiffres, mais sur lesquels on pourra revenir par la suite. Alors, l'étape suivante va être d'analyser l'invention. Alors, les inventions, évidemment, sont dans d'autres domaines variés. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des domaines où c'est assez évident de voir quel est le cœur de l'invention. C'est une nouvelle molécule, c'est un device médical. C'est assez évident de voir, voilà, de pouvoir cibler de quoi on parle. On a des inventions dans le domaine électronique. Mais quand on parle d'invention dans les logiciels, c'est pas toujours évident de voir finalement qu'est-ce qui pourrait être la partie brevetable. Donc, on essaye d'abord avec les chercheurs de cibler l'invention. Et en fait, les inventions logicielles, c'est généralement des méthodes. Donc, il faut vraiment décortiquer les méthodes étape par étape pour alors voir quelles sont les étapes clés qui finalement constituent le cœur de l'invention. Et donc, on passe alors par des flowcharts ou des organigrammes. Le fait de découper comme ça permet après d'aider pour mieux cibler l'invention. Et ensuite, alors, on aboutit à l'identification d'une ou plusieurs étapes clés. Après ça, on va faire l'analyse avec la comparaison avec l'état de l'art. Alors, les chercheurs sont toujours bien au courant de tout ce qui est publication scientifique dans leur domaine, mais souvent assez peu dans tout ce qui est brevet. Or, les bases de données brevets constituent une source importante d'informations. D'après l'Office européen des brevets, il faut savoir que 80% de ce qui est publié se trouve uniquement dans les brevets. Et donc, finalement, quand on fait cette analyse, que l'on aille vers un dépôt de brevet ou pas, c'est aussi une manière pour les chercheurs de lire d'autres choses dans leur domaine, et finalement, c'est aussi une source d'inspiration importante. Donc, je pense que c'est toujours pertinent en fait, pour les chercheurs de faire cette analyse. Alors, donc, quand on va dans les bases de données brevets, on utilise les mots-clés de l'invention, on combine avec les classifications, on combine avec des noms d'auteurs ou de sociétés que l'on connaît dans le domaine, et puis on parcourt toute une série de documents. Et quand on parcourt ces documents, une autre spécificité au niveau logiciel, c'est qu'on ne peut pas vraiment se baser sur les figures pour voir de quoi parle l'invention. On n'a pas, comme en chimie, où on voit les molécules, ou comme en mécanique, où on voit les appareillages. Donc, il faut essayer de se rapprocher plutôt à des organigrammes. Et alors, dans le cadre de cette recherche, oui, on prend en compte tous les documents. Donc, c'est vraiment une recherche de nouveautés. Et donc, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, quelle que soit l'ancienneté du document, il faut passer tout en revue et puis faire la sélection des documents pertinents. C'est une étape où les chercheurs sont fortement impliqués.
voilà, donc ce que je voulais vraiment mentionner par rapport à ça, c'est que c'était intéressant pour la comparaison, mais aussi comme source d'inspiration. Ensuite, on arrive alors à l'étape de décision. Donc, une fois qu'on a une bonne connaissance de l'état de l'art, euh, la première analyse que l'on avait faite de l'invention, on va pouvoir l'affiner et on va alors vraiment parler de brevetabilité. On va alors définir le périmètre de protection possible. Donc, le périmètre de protection, j'aime bien prendre l'image d'un champ où on pose les clôtures dans ce qui va en fait constituer la partie sur laquelle on pourra revendiquer une exclusivité. Et c'est une fois qu'on a défini cette étendue de protection que l'on va dire, tiens, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un brevet sur ce périmètre de protection-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va décider si on fait un dépôt de brevet en prenant en compte ce périmètre, mais pas que, évidemment. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte dans la décision, donc dans tout ce qui est perspective de valorisation. On pourra également y revenir par la suite. Alors, je vais passer la parole à Samuel pour nous en dire plus justement sur le périmètre de protection et sur les aspects de brevetabilité par rapport au logiciel. Voilà. Voilà. Merci. Donc, Élodie a parlé dans sa démarche de rechercher ce qu'elle appelle le cœur de l'invention. Alors déjà, pourquoi fait-elle ce travail-là? Parce que le brevet, le but, c'est d'avoir un effet dissuasif. Et donc, si on décrit au départ, c'est-à-dire dans la revendication principale, si on donne trop de détails sur l'invention, le brevet pourrait être plus facilement contourné. Donc, ça, c'est une caractéristique de la démarche de brevet, c'est qu'on va essayer à un moment de déterminer un ensemble de minimum de caractéristiques, ensemble strictement nécessaires pour défendre nouveautés et activités inventives qui vont être les deux grands critères qui vont être examinés par rapport à l'état de l'art. Et donc, comment ça se matérialise dans une demande de brevet? Ça se matérialise au niveau des revendications. Donc, c'est un ensemble de phrases qu'on va retrouver à la fin des publications brevets et les revendications vont déterminer la portée de protection. Les revendications sont un peu construites comme des poupées russes, c'est-à-dire que typiquement en revendication 1, qu'on appelle revendication indépendante, on va avoir une certaine portée avec, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai pris comme exemple une méthode implémentée par ordinateur. C'est une façon d'exprimer les choses typiques pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, comprenant, par exemple, les étapes 1, 2, 3. Et la revendication, on va par exemple ajouter une étape. Étant donné qu'on ajoute une étape, la portée est moindre parce que la contrefaçon s'évalue sur les ressemblances. Alors, par rapport à la première revendication, déjà une petite remarque par rapport à ce que Delphine a dit, même si je prévoyais d'en parler après, mais c'est vrai que c'est peut-être le bon moment de le dire ici. Il y a une idée qui reste, malgré, je pense, des efforts de sensibilisation assez importants ces dernières années, il reste une idée comme quoi on ne peut pas protéger un logiciel en Europe. Alors ça, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de l'article 52 de la Convention sur le brevet européen qui dit qu'on ne peut pas protéger un programme d'ordinateur s'il est revendiqué en tant que tel. Et en fait, c'est ces mots-là en tant que tel qui sont souvent oubliés. Et comment contourner déjà cette objection-là? Donc, ça n'a rien à voir avec les critères de nouveauté d'activité inventive, c'est qu'est-ce qu'on peut breveter, quels sont les objets qu'on peut breveter. On ne peut pas protéger un programme d'ordinateur en tant que tel. Pour éviter de tomber dans cette exclusion-là, il suffit d'introduire un élément qu'on appelle technique dans la revendication, par exemple un ordinateur, une unité logique, et donc en mettant méthode implémentée par ordinateur, là on sort déjà de l'exclusion prévue par la Convention. Donc en fait, cette exclusion, elle existe, mais ce n'est pas du tout la chose qui sera compliquée à défendre dans le cas des programmes d'ordinateur. Donc, on peut avoir un ensemble de 10 premières revendications, 9 revendications sur une méthode et dans la même demande de brevet, avoir un autre ensemble de revendications portant sur un ensemble de portions de code. Ça peut avoir son importance d'avoir des revendications de différentes catégories, donc des revendications portant sur une méthode et sur des portions de code.
Et donc, pareil, pour les revendications 10 et les suivantes, on peut adopter la même logique, c'est-à-dire la revendication 10 essayant de se concentrer sur ce qu'on appelle le cœur de l'invention, c'est-à-dire le minimum de caractéristiques techniques pour avoir quelque chose de brevetable. Et puis, on prévoit des positions de repli ou revendications dépendantes, 11, 12, 13, etc., pour éventuellement se défendre si la revendication 10 n'était pas admise en cours de procédure. Et donc, les revendications définissent la portée de protection et donc, évidemment, l'examen va porter avant tout sur les revendications. Première chose à vérifier, je l'ai mentionné, il faut d'abord s'assurer qu'on peut protéger cet objet par un brevet, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une invention, une invention étant une solution technique à un problème technique. C'est très facile de tomber sous le couvert d'une invention. Il suffit d'introduire une caractéristique technique, par exemple une unité logique ou un ordinateur. Donc, ça ne posera pas de problème en général pour les programmes d'ordinateur. Après, on va retrouver les deux grands critères de nouveauté et d'activité inventive qui en général sont connus du public. Nouveauté et activité inventive qui sont évaluées par rapport à ce qu'on appelle l'état de la technique ou l'état de l'art. C'est tout ce qui aura été divulgué avant la date du dépôt et en particulier du premier dépôt pour ceux qui sont un peu familiers des procédures brevets qu'on appelle date de priorité. Dans le cas des programmes d'ordinateur, la difficulté va vraiment se concentrer sur la défense de l'activité inventive. Bien sûr, il faudra avoir quelque chose de nouveau, mais là, je dirais, il n'y a pas vraiment de particularité, même s'il y a des petits détails, mais ça devient très technique. Il n'y a pas vraiment de grandes différences, je dirais, par rapport aux autres types d'inventions. C'est une approche assez binaire. C'est un peu une approche noir-blanc. Par contre, l'activité inventive, c'est plus difficile et j'essaierai d'expliquer brièvement pourquoi dans la suite. Alors, avant peut-être de creuser les critères de brevetabilité, on pourrait se dire, mais pourquoi un brevet pour les logiciels, sachant qu'en général, on connaît bien aussi, il y a d'autres droits de propriété intellectuelle pour protéger, ce nom de protection revenait. On verra dans les questions-réponses un peu pourquoi le brevet, voilà, déjà pour protéger, mais il n'y a pas que le brevet comme titre de propriété intellectuelle, il y a bien sûr le droit d'auteur, qui est un droit très intéressant parce qu'il s'obtient automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous allez écrire quelque chose d'original sur une feuille blanche, le droit d'auteur naît. Après, il faudra essayer de conserver la preuve que vous êtes bien, c'est bien vous à l'origine de la création de ce droit d'auteur avec une date certaine. Donc là, il est quand même conseillé de faire un dépôt probatoire chez le notaire ou faire un e-dépôt par exemple. Dans certaines juridictions et pas des moindres, comme les États-Unis et la Chine, il est par ailleurs conseillé de faire des enregistrements quand même nationaux si on veut défendre le droit d'auteur sur ces territoires. Mais néanmoins, le droit d'auteur est quelque chose qui à première vue, paraît super. Il n'y a pas vraiment de formalité lourde, contrairement à ce qu'on peut penser des brevets. Et les aspects de coût, on peut imaginer qu'elles soient assez faibles également. Néanmoins, le droit d'auteur, voilà, il va avoir par sa nature, il va avoir une protection assez limitée, d'où l'intérêt pour le brevet. En particulier, on peut imaginer d'avoir un programme d'ordinateur qui soit rédigé, programmé de différentes manières, tout en ayant la même fonctionnalité. Donc ça, je veux bien que tu passes à l'autre slide, Élodie, merci. Et donc, le brevet, ça reste un moyen efficace de protéger une invention et en particulier pour couvrir les différents modes de réalisation. Ça, c'est grâce à l'approche cœur de l'invention, comme je l'expliquais précédemment avec les revendications, mais aussi par la possibilité d'utiliser une formulation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir introduire des caractéristiques qui vont délimiter le programme par rapport à l'état de la technique sur base de caractéristiques qu'on définit sur base de fonctions. Ça, c'est vraiment très, très important dans le domaine des logiciels. Et donc,
on observe vraiment une très forte croissance du nombre de dépôts de brevets. Alors, partout dans le monde, mais ça, les statistiques brevets, elles ne font qu'augmenter partout. Mais dans le domaine des logiciels, c'est une croissance plus forte en Europe. Et ça vient notamment, ça suit notamment une décision favorable de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets, qui n'est pas récente, qui a été publiée en 2010 de mémoire. Mais vraiment, il y a maintenant une jurisprudence assez établie. Et ces derniers temps, là, on observe vraiment de fortes croissances en Europe. C'est dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien sûr. Blockchain aussi, même là, même si les chiffres en termes absolus sont encore assez limités, mais les croissances sont très fortes. Et tout ce qui est technologie de l'Internet 5G. Et donc, comme je le disais précédemment, dans la majorité des territoires, on va avoir un examen des demandes de brevet, l'exception étant la Belgique. Mais après, si vous voulez utiliser votre brevet, les questions de validité seront néanmoins posées. Mais dans la majorité des territoires, il y a vraiment une procédure d'examen devant l'office où on va devoir défendre, entre autres, la nouveauté, l'activité inventive. Donc ici, j'ai listé certaines choses qui sont particulièrement critiques pour les inventions dans le domaine des programmes d'ordinateur. Par exemple, si on pense à une simple automatisation d'une méthode connue ou une méthode non technique, ça ne passera pas au niveau de l'activité inventive. On va dire, par exemple, c'est nouveau, ok, vous l'automatisez, cette méthode-là a été connue, vous l'automatisez, mais on va considérer que c'est un travail de routine pour un informaticien et donc ce ne sera pas du domaine du brevetable. L'autre chose qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a certaines méthodes qui sont exclues a priori de la brevetabilité, comme par exemple des méthodes pour faire des affaires, ce qu'on appelle les business méthodes. Là aussi, simplement avoir un ordinateur qui fait le travail à la place de quelqu'un qui réfléchit aux différentes étapes d'un plan marketing, par exemple, ça n'ira pas. Et donc, ce qui est vraiment important quand on va rédiger une demande de brevet ou se poser la question de l'intérêt brevet, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle la contribution technique des différentes étapes du programme d'ordinateur ou au moins de certaines d'entre elles. Après, la grande difficulté dans l'histoire, c'est que la notion de technique, qu'est-ce qu'on considère comme technique, n'est pas définie et ne le sera pas, parce que l'Office européen veut que la jurisprudence suive l'évolution de la technologie, comme ils disent. Donc, il y a des choses, on comprend clairement que c'est du domaine du technique. Exemple, on a un programme qui permet de contrôler une ligne de production dans une usine et qui va dire, voilà, maintenant, il faut accélérer la cadence ou décélérer la cadence en fonction d'une réponse d'une telle machine. Tout ça, on peut comprendre. C'est quelque chose de technique. On va avoir des capteurs qui vont faire certaines mesures, on va traiter ces mesures, on va déduire quelque chose, et éventuellement on va envoyer une commande à une autre machine sur la ligne de production. Donc là, on comprend assez rapidement la contribution technique. Maintenant, il y a des domaines qui restent plus flous et qui sont encore un peu gris, dans lesquels une fois on va estimer, ou l'Office va estimer que ça passe, et d'autres fois, il va trouver que c'est un peu léger. Cas typique, les interfaces graphiques, les interfaces utilisateurs. Parfois, on arrive à défendre un caractère technique, un caractère fonctionnel, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas uniquement en lien avec les capacités cognitives de l'utilisateur, comment l'utilisateur répond, mais qu'il y a un autre impact. À ce moment-là, en général, on arrive à défendre le caractère technique. Oui. Tu donneras, hein, je pense, après des exemples de revendications qui permettront aussi, je pense, pour les participants, raccrocher Oui. cela à des termes. Oui. Oui. Je propose d'enchaîner avec les questions qu'on pensait intéressantes d'aborder entre nous. Donc, tu as montré qu'effectivement, c'était possible d'obtenir une protection brevet sur les logiciels. Mais une question qui revient très souvent
au sein des interfaces en tout cas, c'est que c'est des technologies qui souvent évoluent très rapidement. Or, les procédures d'examen brevet sont réputées longues, et donc du coup, quel est l'intérêt finalement de dépenser de l'énergie et de l'argent pour déposer un brevet si la durée de vie finalement sera très courte. OK. Donc, tout d'abord, cette question de la durée des procédures versus l'évolution des techniques, ce n'est pas propre au logiciel. Ça, c'est un premier élément de réponse. Mais c'est vrai qu'il y a pour certains domaines, c'est plus critique que d'autres, mais on ne va pas, on va retrouver cette question du temps, du timing pour d'autres technologies. Et c'est un peu un des défis, je trouve, du monde actuel, en tout cas, et en particulier du monde des brevets, c'est que tout va très vite et tout va de plus en plus vite. Et in fine, ce sera le premier déposant qui aura droit au brevet. Donc là, il y a une sorte de course qui explique aussi la forte croissance du dépôt des demandes de brevets, avec évidemment l'arrivée des Chinois qui maintenant sont les premiers déposants. Donc ça, c'était en guise d'introduction. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on dépose une demande de brevet, évidemment, c'est pour obtenir un brevet. Néanmoins, la demande a déjà un certain effet dissuasif. Donc, les demandes de brevet, vous le savez peut-être, sont publiées à un certain moment dans la procédure, assez tôt, 18 mois à compter du premier dépôt, avant l'invention est tenue secrète. Et la demande a déjà un effet dissuasif parce que on peut, sur base d'une demande, envoyer une lettre d'avertissement et de dire que voilà, si jamais la personne n'est pas d'accord de se mettre d'accord avec le demandeur, on se réserve le droit de réclamer une indemnité raisonnable une fois que le brevet sera délivré. Et donc ça, c'est un aspect important. Parce que bon, le brevet, c'est une opportunité de protéger ces développements. Évidemment, il y a aussi le risque associé, c'est qu'on tombe sur la portée d'un brevet ou d'une demande de brevet d'un concurrent, et donc il faut gérer ce risque-là. Un autre élément de réponse, c'est qu'un brevet délivré, ça a une portée donnée qui va être définie par les revendications du brevet délivré. Une demande en cours d'examen qu'on appelle pending, la portée n'est pas encore définie. Ça introduit beaucoup d'incertitudes pour la concurrence et c'est un outil qui est utilisé abondamment par certains déposants, en particulier aux US où il y a cette possibilité de déposer des continuations en cascade. Et c'est très, très embêtant quand on n'est pas soi-même le demandeur et qu'on surveille ces demandes-là. On voit que quelque chose de très large a été déposé. Certes, il y a des revendications plus précises et dans la description, ils sont plus précis, mais si jamais un brevet est finalement accordé sur cette revendication, je suis bien embêté. Et donc, on observe pour certaines familles brevets 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuations. En fait, chaque fois qu'un brevet va être délivré, le déposant redépose une continuation. Alors, il ne le fait pas par plaisir, il le fait parce qu'il pense que ça va avoir un effet dissuasif et que ça va embêter la concurrence. Et donc, c'est vrai que d'expérience, voilà, bien sûr, dans un bureau comme le nôtre, on analyse des inventions, on dépose des demandes de brevets. Ça, c'est peut-être 30-40% de mon temps. Il y a 20-30%, on attaque des brevets de concurrents. Et l'autre reste du temps, typiquement 30%, c'est l'analyse de documents potentiellement bloquants pour les clients. Ça peut être des brevets délivrés, mais souvent, ce sont des demandes de brevets. Et quand on détecte ces choses-là suffisamment à temps, on peut éventuellement intervenir dans la procédure. Mais tout ça pour dire que l'effet dissuasif de demande de brevet toujours en cours d'examen existe réellement. Un autre élément de réponse, c'est que il faut typiquement avoir une gestion dynamique du portefeuille de brevets. C'est-à-dire qu'on peut très bien, ça arrive dans le domaine des logiciels bien sûr, mais dans d'autres domaines, qu'on dépose une première demande, il y a des développements, les développements continuent, et puis la procédure de brevet, 2-3 ans après le premier dépôt, on se dit oui, mais en fait, moi, les développements ne sont plus couverts par mon dépôt initial.
là, il faut se reposer la question de l'intérêt de continuer cette procédure-là. Et il est sain de se poser cette question, éventuellement de dire, OK, ben, on abandonne cette demande-là et maintenant on redépose ou on choisit une autre stratégie pour ce développement-là, qui peut être une stratégie de secret ou autre chose. Mais voilà, la question de la gestion dynamique du portefeuille de brevets est aussi quelque chose d'important. Oui, je pense que par rapport à l'effet dissuasif que tu mentionnes, c'est peut-être moins le cas au sein de l'université, mais je pense que pour nos spin-offs, c'est important aussi d'être conscient de Oui. cette autre utilité du brevet. Oui, maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous êtes dans des recherches de levée de fonds, ça, c'est une question très importante pour les investisseurs. C'est de savoir quel est évidemment, quand on est contacté par des investisseurs ou des fonds d'investissement qui veulent, ou une société qui veut racheter une société cible, on doit faire une due diligence IP de la société cible ou la société dans laquelle on veut investir. Une partie on doit revoir donc l'ensemble des titres de propriété intellectuelle, avoir des demandes en cours d'examen, c'est pas mal parce que typiquement on peut dire, ben voilà, après on doit faire le lien entre les titres de propriété intellectuelle et les produits, services couverts. Souvent il y a des trous de protection, c'est-à-dire qu'on voit que c'est pas une protection efficiente. Mais parfois, grâce au fait qu'on a encore des demandes en instance, on peut parfois déposer une divisionnaire sur un autre objet. Donc même pour des projets très early, il y a un intérêt, et c'est peut-être il y a encore plus d'intérêt peut-être pour eux que, en fait, il ne faut pas voir le monde des brevets comme un monde où en fait on a un brevet délivré et puis on va attaquer tout le monde. En fait, ça c'est très 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 rare parce que les coûts sont importants et puis on a toujours peur du retour de flamme. Si on attaque, on va être attaqué sur la validité du titre, mais aussi éventuellement sur d'autres brevets de la personne qu'on attaque. Donc, c'est pas un monde où on s'attaque beaucoup. Voilà, on se fait peur et donc on essaye pour ça. Pour faire peur et pour être un peu imposant, il faut un minimum de titres de propriété intellectuelle qui peuvent être des demandes ou des brevets. Et dernière chose que je voulais quand même mentionner sur ce point-là, c'est que même si il peut encore avoir des améliorations, il y a une forte pression pour le moment dans les offices pour avoir des procédures qui soient plus rapides. C'est vrai à l'Office européen des brevets, on l'observe dans certains domaines techniques plus que d'autres. L'inconvénient qu'on a maintenant, c'est que la qualité parfois diminue parce que voilà, il y a vraiment une pression assez forte sur les examinateurs pour obtenir, délivrer ou finir leur dossier. Voilà. Et donc, une question en discutant avec Elodie, au sein d'une université telle que l'Université de Liège, il y a beaucoup de chercheurs qui sont derrière leur ordinateur et qui font des simulations, qui imaginent des logiciels compliqués. Contrairement à d'autres régions du monde, on ne dépose pas beaucoup en Belgique francophone dans le domaine des logiciels et en particulier dans les universités. Et donc voilà, je sais qu'il y a certains domaines dans lesquels vous avez déposé, donc c'était pour un peu avoir des exemples. Oui, mais donc ce qui est sûr, c'est que ça devient vraiment transversal. Et j'ai eu la confirmation en regardant les participants à cette conférence, les chercheurs qui participent, j'ai vu que c'était vraiment dans des domaines très variés, que ce soit de Jean Blou, agrobiotech, de la faculté de médecine, faculté des sciences appliquées, ou même géologie, astrophysique, finalement, on en retrouve partout. Même dans les domaines, en histoire, par exemple, on retrouve des logiciels partout. Alors, pour prendre des exemples de cas où on a déjà déposé des demandes de brevets, je dirais le secteur de l'énergie, ça, de manière assez forte, avec, par exemple, le contrôle de l'éclairage, tout ce qui est capteur autonome, tout ce qui est mesure de courant dans des lignes électriques. Alors, je prendrai aussi l'exemple du spatial. On a des logiciels de simulation pour le comportement des roulements à billes. Et puis, alors, ce qui ressort fort, c'est tout ce qui est analyse d'images. Analyse d'images que l'on retrouve dans des domaines aussi variés que le domaine environnemental. On installe des caméras sur des bancs de tri pour caractériser les métaux et ainsi augmenter la part de recyclage des métaux. Il y a aussi dans le domaine du sport où les
images sont analysées pour visionner des scènes de foot, par exemple. Et puis alors tout le domaine des images médicales. On a des chercheurs qui travaillent aussi sur l'analyse de la marche, mais aussi images médicales, vraiment voilà, l'analyse des cellules cancéreuses, par exemple. Voilà, et ce qui est inévitable, c'est de passer par les réseaux de neurones. Donc là, j'ai dû aussi m'appliquer à comprendre ce qu'étaient les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle, comment ces réseaux apprennent et comment ces réseaux de neurones exécutent des tâches. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel on aura de plus en plus à l'avenir d'invention. Et voilà, je pense que Samuel, toi, tu as aussi des exemples et peut-être même des cas qui sont brevetables en Europe que tu peux montrer. Oui, donc de fait, tout ce qui est analyse et traitement numérique des images, ça, la jurisprudence en Europe est bien établie pour dire que c'est du domaine du brevetable. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise, je dirais. Pour le moment, il y a une question à la Grande Chambre de recours par rapport à tout ce qui est simulation. Parce que il y avait une jurisprudence bien établie que la simulation, par exemple, de circuits électroniques, c'était du domaine du brevetable. Et en fait, il y a une affaire qui est remontée en recours parce que l'Office n'a pas accepté d'octroyer un brevet. Ça concernait la simulation du mouvement de piétons dans un environnement et il ne spécifiait pas beaucoup plus que le déplacement des personnes en revendication 1, sachant que néanmoins, l'idée à quoi ça sert, ça c'est pour dimensionner plus tard correctement des structures telles une gare, voilà, pour un bureau d'architecte. Mais la revendication 1 ne parle pas de cette application-là. Et la Chambre de recours, quand elle a reçu cette affaire-là, elle a remis un peu en cause la jurisprudence passée qui a trait aux simulations par ordinateur. Et dans ce cas-là, quand la Chambre de recours estime qu'on risque d'entrer en conflit avec la jurisprudence passée, elle peut soumettre une question à ce qu'on appelle la Grande Chambre de recours qui va à un moment trancher. Donc il y a pour le moment une question qui n'est pas réglée, c'est G119 pour ceux qui connaissent un peu. Bon, je ne pense pas, et je ne suis pas le seul, il y a eu énormément de soumissions pendant cette procédure de professionnels pour aller à l'encontre de ce qui était mis en fait dans le raisonnement de la Chambre de recours, même si sur le cas précis, on pourrait éventuellement admettre un défaut d'activité inventive, mais la Chambre de recours va un peu tout remettre en cause et donc on se demande à la fin, quand on lit un peu les motifs de ce renvoi à la Grande Chambre, ce qui resterait du domaine de brevetable dans les programmes d'ordinateur, et ça on ne peut pas imaginer que la Grande Chambre suive cette position-là, mais donc voilà, je pense que tout ce qui est simulation, en tout cas de choses technique avec un impact physique dans le monde réel devrait continuer à être brevetable. Des méthodes pour décrypter des messages électroniques, ça c'est du domaine du brevetable. Il y a évidemment dans tout ce qui est le médical, calcul de doses radioactives. Et donc là, il y avait cet exemple qu'on peut montrer. C'est un brevet délivré en Europe. Et on peut voir, je ne sais pas si tu sais ouvrir le document, voilà. Donc ça, c'est un brevet européen délivré, hein, puisqu'il commence par EP et il se termine par B. Donc c'est bien un brevet délivré qui a été déposé en 1999. Et donc si on va en revendication, revendication 1 vers la page 16. Voilà. Donc on retrouve ici une méthode qui est certes utilisée pour calculer une dose radioactive qu'on va fournir à une masse cible, mais les différentes étapes sont purement des concepts mathématiques en fait. C'est ça que je voulais montrer par cet exemple-là, c'est que au départ, on ne peut pas protéger des méthodes mathématiques, mais si ces méthodes en tant que telles, mais si c'est un peu comme le programme d'ordinateur en tant que tel, mais si ces étapes mathématiques, ces méthodes mathématiques ont une contribution technique, ici c'est de calculer la dose radioactive reçue par un patient, à ce moment-là, on retient cette contribution technique dans l'évaluation de l'activité inventive.
Voilà, c'était pour montrer ça. Et alors après, on va retrouver toute une série de revendications dépendantes qui vont exprimer les choses de manière un peu plus précise. Et à la fin, la dernière revendication, on peut la montrer, c'est pour montrer qu'il y a des grosses formules. Donc, tout ça pour dire que quand on brevet, en fait, c'est assez technique. Hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à la littérature brevet, c'est très technique et donc on va retrouver parfois dans des revendications des équations, des formules mathématiques. Ok, merci Elodie. Et donc un autre exemple, c'était dans le domaine des jeux vidéo. Alors les méthodes de jeu en tant que telles, on ne peut pas protéger une méthode de jeu, c'est-à-dire une instruction les instructions qui constituent un jeu, on ne peut pas protéger. Par contre, des dispositifs physiques, techniques qui sont éventuellement utilisés dans un jeu vidéo, ça, on peut tout à fait les protéger, et aussi les softwares qui permettent l'interaction entre typiquement un pistolet, l'écran et ce genre de choses. Après, j'ai cité encore d'autres exemples. On n'est pas obligé de rentrer chaque fois dans le détail, mais le premier, c'est une implication d'un réseau neuronal pour le monitoring de battements de cœur et pour identifier des battements irréguliers. Évidemment, tout ce qui est intelligence artificielle est assez de plus en plus utilisé dans le domaine médical. Un cas récent qui est une aide au diagnostic, dans laquelle on obtient ici un brevet délivré en expliquant vraiment bien la nature des données et leurs fonctions. Donc là, en discutant avec Elodie, on se disait, mais qu'est-ce qui est utile en fait dans la préparation d'une demande? Le brainstorming est très utile, voilà. Parce que parfois, le chercheur ou le conseil en brevet ou le valorisateur, en fait, on est un peu le nez dans le guidon, et à un moment, ça vaut la peine de prendre un peu de recul et de penser à toutes les applications possibles. Et quand on pense aux applications, après, d'essayer de revenir sur quels sont mes moyens techniques qui permettent d'obtenir tel effet ou que ça s'applique à telle application. Parce qu'à ce moment-là, on peut vérifier qu'on a bien intégré dans la revendication ces fameux moyens techniques. Parce que la revendication va protéger la solution technique au problème technique, mais il faut vraiment qu'on retrouve dans la revendication les moyens techniques qui permettent de résoudre ce problème technique. Oui, c'est souvent pas en une seule réunion qu'on arrive à cibler ça. C'est souvent plusieurs réunions qui sont nécessaires pour arriver à décrire ça. Je vais peut-être passer directement à la question Oui. d'après, parce que je vois le temps qui tourne. Donc là, ça, c'était pour montrer l'augmentation, mais tu l'as déjà évoqué. Oui, oui. Mais voilà, maintenant, on voit les exemples de revendications qu'on peut avoir. Et il y a quand même quelque chose qui revient très souvent dans nos comités de décision au sein du CATIO, donc de l'interface. C'est sur ce type d'invention-là, c'est un brevet sur une méthode et on se dit ça ne vaut pas la peine parce que c'est difficile de détecter la contrefaçon. Et donc, on ne pourra pas finalement attaquer. Donc, du coup, quelle est l'utilité du brevet dans ce cas-là? Je pense que tu l'as peut-être déjà un petit peu mentionné au début, mais tu as peut-être envie de donner un complément par rapport à ça. Et en tout cas, nous, je pense que c'est intéressant pour nous aussi, disons nous, dans le domaine de la valorisation de la recherche, de pouvoir un petit peu voir comment gérer cette question, comment y répondre. Oui, peut-être pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a un brevet, a priori, la volonté première, c'est pas d'aller attaquer tout le monde. Ça, c'est le cas des non-practicing entities, les patent trolls. Mais voilà, c'est une exception dans le système. En général, voilà, on ne veut pas faire ça. On veut avoir son effet dissuasif. On veut valoriser ses résultats. Mais voilà, on n'est pas nécessairement en volonté d'aller attaquer toute la concurrence dès qu'on a un brevet délivré. Par ailleurs, en 2019, pour l'année 2019, mais c'est vrai chaque année, mais l'OEB a sorti ses statistiques on voit dans quel domaine technique on dépose le plus. Depuis des années, la première place, c'était les medical devices. Maintenant, le medical device arrive en seconde position.
Et on retrouve en première position ce qu'ils appellent Digital Communication et en troisième position, Computer Technology. Donc, Digital Communication, première catégorie. On va retrouver notamment tout ce qui est technologie de l'Internet 5G et Computer Technology, la troisième catégorie. On va retrouver, ça a été fort, il y a une forte croissance, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Dans les medical devices, on va souvent aussi retrouver des revendications portant sur des programmes d'ordinateur. À E3, ces domaines représentent entre 20 et 25% du total des demandes déposées à l'Office européen en 2019. Donc, voilà, c'est qu'il y a un certain intérêt parce que sinon, les procédures brevets, c'est des procédures assez longues qui peuvent être coûteuses si la procédure est longue et si on choisit beaucoup de territoires. Donc, ça, je dirais, c'est déjà un premier élément de réponse. C'est que si ça ne sert à rien, on pourrait se demander pourquoi il y a autant de personnes qui déposent dans ce domaine-là. Ensuite, il y a le type de méthode, le type de revendication qu'on va formuler. Bien sûr, en général, on va avoir des revendications de méthode, typiquement méthode implémentée par ordinateur, mais en général, on va aussi essayer d'avoir des méthodes sur un programme d'ordinateur. Alors, c'est un peu subtil, un peu technique, mais voilà, pour montrer qu'il y a vraiment contrefaçon pour une méthode, il faut prouver que les différentes étapes sont effectivement réalisées, a priori, hein, si on reste sur une contrefaçon directe. Pour un programme d'ordinateur, voilà, c'est différent. On doit juste montrer qu'on on propose cet ensemble d'instructions. Un autre élément de réponse, c'est que sur base des fonctionnalités et des résultats que fournit un logiciel, on peut très bien convaincre un juge de donner une injonction en disant que voilà, connaissant l'état de la technique et connaissant ce que fait le programme supposé contrefaisant, il est obligé de contrefaire le brevet, il est obligé de reproduire les méthodes qu'on a revendiquées. Donc ça, c'est un peu l'analogie du domaine de la chimie. Parfois, en chimie, on revendique des procédés parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas encore caractériser totalement la molécule, et on peut obtenir des ordonnances sur base de soupçons de contrefaçon, en disant, ben voilà, ce produit-là n'a pu être obtenu que par le procédé qui a été couvert. Par ailleurs, il y a dans certains domaines, et en particulier dans les télécommunications, et il y a des réflexions dans ce sens pour l'intelligence artificielle, il y a des obligations parfois de standardisation, voire d'autorisation. Et donc, dans ces cas-là, on est obligé de divulguer ce que fait le logiciel, le programme d'ordinateur qu'on veut mettre sur le marché. Et après, là, ça devient un peu technique, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la contrefaçon indirecte, qui est prévue en général dans les différentes lois nationales. Donc là, c'est attaquer en contrefaçon, même si toutes les étapes ne sont pas reproduites, en disant que le supposé contrefacteur fournit des moyens qui vont conduire à la contrefaçon. Oui, la question suivante qu'on avait, qui peut aussi être une manière après de susciter le débat entre nous, c'est voilà, l'importance au niveau de tout ce qui est levée de fonds et l'implication que ça peut avoir. Là, tu as peut-être aussi des exemples, puisque en général, les spin-offs ou les projets que vous valorisez à un moment sont aussi en recherche de levée de fonds. Oui, voilà. Donc, parmi les dossiers auxquels j'ai pu participer, depuis la détection jusqu'à la protection par brevet, j'avais envie de prendre celui du système de contrôle d'éclairage routier. Donc, pour raconter un petit peu l'histoire en résumé, c'est une invention qui est issue du laboratoire du professeur Destiné sur base d'un besoin exprimé par l'ASPI, qui gère les parcs d'activité économique. Donc, l'idée, c'était comment réduire les factures énergétiques, sachant que les parcs d'activité sont utilisés dans des créneaux bien précis, et donc il n'y a pas besoin d'éclairer ces parcs tout le temps.
Alors, les chercheurs ont développé un programme d'intelligence où l'intelligence se situe dans le luminaire et non pas de manière centralisée. Et cette intelligence qui se base sur l'analyse du trafic. Alors, je me souviens quand on a commencé à regarder l'état de l'art, en fait, cette intelligence décentralisée, le concept n'était pas nouveau. Il y avait des sociétés aussi établies que Philips qui avaient bien sûr déjà des brevets là-dessus. Mais vraiment en décortiquant l'invention petit à petit avec les chercheurs, on a pu mettre le doigt sur vraiment ce qui était inventif et qui résidait dans le choix des paramètres et comment prendre en compte ces paramètres. Donc, on a déposé une demande européenne et puis une demande internationale. Et alors là, peut-être pour rebondir sur la durée de la procédure, donc dans ce cas-là, en fait, on avait déjà un peu le montage de la société pour exploiter cette technologie. Et donc, on a requis l'examen au niveau international pour arriver plus vite à une reconnaissance de la brevetabilité. Parfois c'est justement bien que de laisser traîner pour avoir cette incertitude, mais dans ce cas-ci, le fait d'avoir vraiment la brevetabilité, lors de la création de la société donc, qui s'appelle Smart Notes et qui exploite cette technologie, le fait d'avoir un brevet délivré a démontré la valeur de la solution par rapport à l'existant. Et donc, ça a permis d'avoir une position plus stratégique, plus établie et de donner confiance aux investisseurs. Investisseurs qui étaient à la fois des investisseurs publics et privés. Et donc, on pense que ça a également eu un impact positif lors de la négociation de la rémunération pour cette technologie-là. Aujourd'hui, la spin-off a été rachetée par un grand groupe et la mesure du trafic, donc, qui était vraiment aussi au cœur de l'inventivité, est restée très importante. L'intelligence décentralisée dans les différents poteaux d'éclairage, poteaux en fait qu'on appelle des nœuds, peut être utilisée non seulement pour éclairer, mais aussi pour intégrer différents capteurs, des capteurs de pollution, des mesures de bruit. Et donc, ça s'inscrit dans une logique de smart cities. Et voilà ce que je noterai encore par rapport à cet exemple-là, c'est qu'au moment où aussi on rédige la demande de brevet, on doit réfléchir à toutes les applications futures et on remarque que l'intégration des différents capteurs, on l'avait prévu déjà dans le dépôt de brevet. Donc ça, c'était un point que je trouvais intéressant. Et voilà, montrer un petit peu l'importance sur la levée de fonds. Est-ce que toi aussi, tu veux donner quelque chose par rapport à ton expérience par rapport au levée de fonds? J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Oui, c'est la question de l'API lors des levées de fonds est toujours posée, sauf si évidemment, enfin même s'il ne s'agit pas d'une entreprise vraiment technologique, mais alors là, on sera moins dans les brevets, mais plus sur les marques ou d'autres droits. Mais en tout cas, pour des entreprises un peu technologiques, oui, la question de la propriété intellectuelle est posée. Et donc, les investisseurs, normalement, vont faire appel à des conseils pour étudier la question. Et c'est vrai que du côté, je dirais, des TIC ou ICT, les sociétés actives là-dedans, on est vraiment en retard et il y a vraiment enfin en retard. Voilà, c'est peut-être pas le bon mot en fait. On ne suit pas les tendances en Belgique francophone parce que là c'est la partie dont je m'occupe plus particulièrement. On n'est pas dans les tendances de ce qu'on voit dans les statistiques de dépôt. OK, il n'y a pas de souci. Mais alors, la question de la FTO, donc la liberté d'exploitation, est compliquée à défendre. Et ce qu'il faut éviter comme réponse, c'est oui, mais de toute façon, on est les seuls à pouvoir inventer ça ou à avoir pensé à cette idée-là. Ça, c'est vraiment la mauvaise réponse parce que personne ne peut y croire dans le monde dans lequel on est. Voilà, donc il n'y a pas. On peut défendre une stratégie du secret, puisque c'est vrai que dans la stratégie brevet, mais c'est vrai qu'il y a une autre question là-dessus, je pense, mais on peut défendre la stratégie du secret, mais voilà, il restera la question de la liberté d'exploitation, du coup. Oui. Je confirme que c'est une question clé qui vaut mieux. En fait, ce qui est important, je pense, l'important, c'est pas de déposer à tout va ou de déposer même tout court. L'important, c'est d'avoir conscience que quand on décide à un moment
de commercialiser quelque chose, d'aller sur le marché avec une solution technologique, il existe les brevets. Voilà. Après, on est pour, on est contre. Ça, c'est un débat qui peut exister. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour protéger des développements, mais c'est aussi le risque, évidemment, d'être bloqué par la concurrence. Et donc, il faut en tenir compte et puis il faut prendre des décisions éclairées. On ne peut pas tout protéger, il ne faut pas tout protéger. Mais on ne peut pas dire je suis le seul à penser à ça. Ça, ce n'est pas une réponse qui convainc en général. Oui. Je vois l'indicateur du chat qui clignote, qui clignote. Je pense qu'il y a déjà eu pas mal de réponses. Je ne l'ai pas encore ouvert pour voir. Oui, mais je n'ai pas ouvert. Mais tant mieux. Voilà, Vous avez une dernière question, je pense, à disposition, oui. et puis on va ouvrir peut-être aux participants. Oui, oui, allez-y. Oui. Là, je ne sais pas, Élodie, je suppose que tu as souvent cette question-là, puisque je l'ai souvent aussi. C'est vrai que le deal du brevet, ben voilà, on octroie un monopole pendant maximum 20 ans. En contrepartie, on doit divulguer l'invention qui sera publiée typiquement 18 mois après le premier dépôt. Cet aspect divulgation embête souvent les inventeurs. Est-ce qu'il en est de même à l'université ? Pour les inventions logicielles, je dirais, parce que divulgation à l'université en général, ils aiment bien, mais pour les aspects logiciels. Oui, c'est souvent un point embêtant de savoir aussi à quel point décrire l'invention. Si on veut avoir un brevet délivré, ben, on essaye d'encourager à donner le plus possible de détails, mais voilà, on a eu récemment un cas où en fait, après avoir déposé la demande, les chercheurs se disent, mais en fait, j'ai donné la clé. Or, c'est un problème là qui existe depuis longtemps, dont la clé n'est pas encore connue. Et donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine de donner déjà tout dans le brevet, surtout quand on n'est pas prêt à commercialiser? Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est aussi la période de 18 mois qu'il y a entre le premier dépôt et la publication de la demande de brevet. Et donc, en fait, cette période de 18 mois, là, voilà, j'ai eu un cas concret où on se dit, on a un petit peu réfléchi à la stratégie et finalement, c'est peut-être mieux de retirer la demande de brevet. Mais ça marche quand c'est dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de publications. Hein. Je pense à d'autres domaines où il y a énormément, où c'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est un peu au cas par cas. Et en expliquant le principe des revendications, à savoir qu'en revendication 1, ben voilà, on va essayer de trouver un nombre strictement nécessaire pour avoir quelque chose de brevetable, que du coup on n'est pas obligé de tout expliquer non plus. Ça ne permet pas de rencontrer la demande des chercheurs parfois. Oui. Oui, mais on a peur parfois de ne pas être assez inventif, hein, si on ne met pas assez dans... Bon, c'est ça aussi qui fait la richesse du métier. C'est toutes les cas particuliers et comment on peut un petit peu utiliser les différentes possibilités, les différentes stratégies de procédure pour essayer de coller au mieux aux besoins de l'inventeur, finalement. Et puis, il faut prendre en compte l'inventeur, et puis l'employeur quand c'est l'université, et puis les investisseurs quand c'est pour des créations de spin-off. Finalement, il y a beaucoup d'intervenants aussi.